Donc, tel que mentionné précédemment au début du cours, l'intelligence artificielle et les méthodes d'apprentissage, plus spécifiquement, sont le fruit de trois grands domaines qui sont l'informatique d'un côté, l'optimisation de l'autre et je dirais les mathématiques appliquées, en particulier les probabilités et un peu l'algèbre linéaire, mais surtout les probabilités. Donc, pour faire le cours sur les méthodes d'apprentissage, j'émets l'hypothèse que vous avez déjà fait un cours sur les probabilités, typiquement STT 418 si vous avez fait vos études de bac à l'Université de Sherbrooke minimalement. Cependant, mon expérience me dit que parfois les probabilités, c'est un peu loin. C'était peut-être un peu abstrait lorsque le cours a été donné. Donc évidemment, je ne pourrais pas reprendre le cours sur les probabilités au complet ici, faute de temps. Mais dans le chapitre suivant, on va repasser à travers, je dirais, certains fondements issus des théories des probabilités avec toutes sortes d'illustrations relativement intuitives. On va quand même passer aussi pas mal de temps en classe à illustrer des notions comme par exemple les probabilités marginales, jointes, conditionnelles, qui sont probablement des choses que vous avez vues précédemment, mais qui peut-être les avez-vous oubliées. Si vous les avez pas oubliées parce que vous avez fait le cours la session dernière, tant mieux. Mais le but ici, c'est vraiment de repasser à travers certaines de ces notions-là de probabilité. Il n'y a rien de vraiment nouveau qui va être vu, si ce n'est que des applications issues des probabilités. Donc, une des premières notions quand on commence à étudier les probabilités, c'est la notion de variable aléatoire. Donc, une variable aléatoire, ce sont ces variables avec lesquelles on va nous jouer. Donc, par exemple, on avait vu précédemment que le but de technique d'apprentissage, c'est de prendre des données X et d'essayer d'entraîner un algorithme à reproduire une cible T. Ben, X et T sont des variables dites aléatoires issues de la théorie des probabilités. Pourquoi est-ce que c'est issu de la théorie des probabilités? Ben, ça nous permet de donner certaines ou de formaliser certaines hypothèses quant à la distribution de ces probabilités-là, ou la distribution de ces données, ainsi que l'incertitude qu'on va avoir lorsqu'on va faire des prédictions sur une donnée. Donc, quand on va prédire une cible, on va avoir une notion d'incertitude qui va venir avec ça. Donc, je vous donne tout de suite un exemple. Bon, déjà, ici, on a x tilde p de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit x, qui est une réalisation, qui serait une donnée observée, est issu d'une distribution de probabilité P de grand X. Grand X, c'est la variable. Petit x, c'est la réalisation de cette variable-là. Et le tilde, c'est pour dire que X a été produit de façon indépendante et identiquement distribué de P de X. Donc, voici un exemple simple qui viendrait illustrer ça. On a ici, par exemple, les résultats d'un examen. Donc, l'examen, les étudiants peuvent avoir une note entre 0 et 100%. On a un certain groupe d'étudiants, c'est un groupe ici de 30 étudiants, qui ont eu, en fait, les notes obtenues sont les points au bas de l'écran, donc les points bleus. Et ces points bleus sont IID d'une distribution gaussienne, on dit N pour normal, d'une distribution gaussienne de moyenne 40 et d'écart type 10. Donc, ces données-là proviennent, sont des variables aléatoires qui proviennent de P de X. Si on devait prendre un autre groupe d'étudiants, par exemple, qui se sont peut-être mieux préparés à l'examen, qui, dans ce cas-là, ont eu une moyenne de 80% et un écart type de 7, ben, ces étudiants-là, ici, X du deuxième groupe, sont distribués suivant une nouvelle distribution, qui est une gaussienne décalée à droite. Si on met ces deux groupes d'étudiants-là dans une même classe, ben, ce qu'on observe, c'est par exemple 60 résultats, qui sont des points bleus en bas de l'écran. Donc 60 résultats, 30 proviennent du premier groupe, 30 proviennent du deuxième groupe. Et si on met tous ces résultats-là ensemble, confondus, ben, on obtient une distribution P de X qui possède deux bosses. On va dire que c'est une distribution bimodale. Et on voit très bien la première bosse issue avec les étudiants issus du groupe 1 et la deuxième bosse issue du groupe 2.
en machine learning, surtout quand on fait des techniques d'apprentissage dites supervisées, ben les données vont être étiquetées. Donc, si les données sont étiquetées, ça veut dire que pour chaque résultat obtenu, je sais de quel groupe provenait l'étudiant. Donc, le groupe 1 ou le groupe 2, que j'ai illustré ici par des couleurs rouges et bleues. Et une technique de machine learning vraiment simple, supervisée vraiment simple, qu'on va voir plus tard, on appelle ça les méthodes génératives, consiste ni plus ni moins à estimer la distribution P de X de laquelle proviennent les données observées. Donc, les données observées, ce sont les résultats obtenus à l'examen des 60 étudiants. Et P de X, c'est la distribution associée à chacune des classes. Donc, je sais que les deux distributions sont deux gaussiennes. L'algorithme d'apprentissage consiste ni plus ni moins à prendre tous les étudiants du groupe 1, en calculer la moyenne et la variance, parce que je sais que c'est une gaussienne. Le groupe 2, je fais la même chose. Je prends les étudiants, je calcule la moyenne et la variante. Encore là, je sais que c'est une gaussienne. Et ça me donne ainsi deux gaussiennes, une rouge et une bleue, associées à chacune des classes. Donc, lorsque j'ai, par exemple, un nouvel étudiant qui arrive, qui ne faisait pas partie des deux premiers groupes, donc c'est comme une donnée test, si vous voulez, si cet étudiant a obtenu 82% à l'examen, ben, je pourrais dire que je suis très confiant que cet étudiant est dans le groupe 2. Pourquoi? Parce que si je regarde ici, je prends ce point-là ici, puis je regarde la probabilité d'être dans la classe rouge versus la probabilité d'être dans la classe bleue qui est beaucoup plus faible, on voit que la probabilité d'être dans la classe rouge est beaucoup plus élevée. Et ce qui fait que j'ai une confiance très élevée dans la prédiction que je vais faire. À l'inverse, si j'avais deux groupes d'étudiants qui étaient, donc il y en a un groupe qui en moyenne mieux performé que l'autre, mais avec une distance qui est plus faible. Donc si j'avais un étudiant ici qui a obtenu 67%, on constate que la probabilité d'appartenir au groupe rouge est plus élevée que celle d'appartenir au groupe bleu, mais pas par une très grosse marge. Donc, je pourrais arriver puis faire quand même une prédiction, mais dire que je suis relativement incertain parce que les deux distributions se chevauchent. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'étudiants du groupe bleu qui ont bien performé et un certain nombre d'étudiants du groupe rouge qui ont moins bien performé. Donc, ce qui fait que ces deux distributions-là se chevauchent et ainsi, mon algorithme pourrait éventuellement se tromper. Mais au moins, j'aurai une façon de mesurer l'incertitude de mes prédictions. Okay, c'était pour illustrer la raison pour laquelle on dit que le domaine des probabilités est très utile. D'un côté, pour donner des hypothèses sur la façon dont les données se distribuent. Ici, dans l'exemple, je pourrais dire que chacune des classes se distribue suivant une gaussienne, mais aussi donner une notion d'incertitude. Les variables aléatoires peuvent être discrètes ou continues. Dans l'exemple de la page précédente, donc si je reviens en arrière, les étudiants passaient un examen et avaient des notes entre 0 et 100%. Donc, ça veut dire qu'il y aurait 101 notes possibles à avoir. Donc, il y a 101 valeurs possibles pour X. Donc, X peut être vu comme une variable discrète. Et T ici, qui serait la cible, il y a deux valeurs possibles. Tu es dans le groupe 1 ou dans le groupe 2. Donc, X et T sont des valeurs, des variables aléatoires discrètes. Si par contre, X avait été, par exemple, une valeur entre 0 et 100, ici, mais ça aurait pu être n'importe quel réel entre 0 et 100, alors à ce moment-là, on aurait dit que X n'est plus une variable aléatoire discrète, mais plutôt une variable aléatoire continue. Lorsque j'ai deux ou plusieurs variables qui sont reliées les unes aux autres, souvent, on va voir apparaître ce qu'on appelle une probabilité jointe, okay, qui se lit comme suit. C'est la probabilité d'observer XI et TI. Okay, la virgule ici signifie et. Donc, la probabilité d'observer cet événement ainsi que cet événement simultanément. Donc, prenons un petit exemple. D'ailleurs, on peut changer l'ordre ici. P de X et T, c'est la même chose que la probabilité d'observer T et X. Donc, c'est commutatif. Donc, voici un petit exemple pour illustrer les probabilités jointes. Donc, imaginez qu'on a un sac avec des formes dans le sac et ces formes sont ou bien rouges ou bien noires.
il y en a qui sont rondes et il y en a qui sont carrées. Donc, si je vous dis quelle est la probabilité si je prends une forme complètement au hasard, qu'elle soit de forme carrée, ben j'ai 6 chances sur 16. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 carrés sur 16 formes au total. Si je vous dis quelle est la probabilité de, si je prends une forme complètement au hasard, de piger une forme rouge, ben il y a 8 chances sur 16 que cet événement se réalise. Okay? Parce que j'ai 8 formes rouges, de couleur rouge, sur 16 formes au total. Maintenant, si je vous dis c'est quoi la probabilité si je prends une forme au hasard qu'elle soit à la fois carrée et rouge, ben là, ça va être 2 chances sur 16. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a juste 2 formes qui sont à la fois carrées et de couleur rouge. Donc, la notion de conditionnel vient donner encore plus d'informations à ce que je cherche à observer. Une autre chose qui arrive très vite, c'est la probabilité marginale. Okay? Donc, dès qu'on voit souvent en technique d'apprentissage la notion de probabilité jointe, très rapidement, on voit apparaître la notion de probabilité marginale. Pourquoi? Parce que souvent, on va avoir un grand nombre de variables aléatoires et un certain nombre de ces variables aléatoires-là ne sont pas informatives ou ne sont pas d'intérêt. Donc, on voudrait pouvoir les éliminer. Donc, comment on fait pour éliminer des variables aléatoires d'un point de vue probabiliste? Bien, on fait ce qu'on appelle de la marginalisation. Donc, la marginalisation, mathématiquement, ça se représente comme ça ici. Donc, si j'ai 2 variables, ben la probabilité d'observer uniquement une variable, c'est la somme de toutes les probabilités jointes de l'autre variable, okay, comme on voit ici. Donc ça, c'est la somme de toutes les probabilités jointes sur toutes les valeurs que peut prendre la variable t ici. Donc voici un exemple. Donc, si je vous dis c'est quoi la probabilité si je prends une forme au hasard, qu'elle soit de forme carrée, ben si je reprends l'équation de la marginalisation, ça revient à prendre la jointe ici et de faire la somme sur toutes les couleurs possibles. Okay, donc, par exemple, la probabilité d'avoir que x soit égal au carré, c'est soit égal à 1 carré, c'est la probabilité jointe d'avoir un carré et qu'il soit rouge, plus la probabilité jointe d'avoir un carré et qu'il soit noir. Donc, la première ici, c'est une probabilité de 2/16e. La deuxième, c'est la probabilité de 4/16e. Mais la somme des deux, c'est une probabilité de 6/16e, ce qui a du sens parce qu'il y a 6 formes carrées sur 16 au total. Autre notion absolument cruciale dans le domaine des techniques d'apprentissage et même de l'IA en général, c'est la notion de probabilité conditionnelle. Okay? Donc, ça se représente par deux ou plusieurs variables aléatoires, ici on en a 2, qui sont séparées par une ligne verticale, et ça se lit, cette ligne verticale, par étant donné. Donc la jointe avant, c'était une virgule et on disait, on pouvait remplacer la virgule par et, donc la probabilité d'avoir x et t. Ici, la conditionnelle, on va remplacer la ligne verticale par étant donné. Donc c'est la probabilité d'observer x étant donné t. Donc, voici un exemple. Si sur des chiffres issus des élections américaines 2016, donc si parmi tous les électeurs américains, on en avait pris un au hasard, okay, n'importe lequel, parmi tous ceux qui ont voté, ben on aurait eu 46,1% de chance que cette personne-là ait voté républicain, donc ait voté pour Donald Trump. Ceci dit, si je vous disais la chose suivante, okay, quelle est la probabilité de voter républicain étant donné qu'on est dans une zone urbaine? Ça, ce que ça veut dire, c'est que si je vais dans les villes américaines, New York, Philadelphie, San Francisco, Miami, etc., donc uniquement les zones urbaines, et que je prends un électeur dans ces zones-là uniquement, donc j'ignore complètement les électeurs des zones rurales et de banlieue, ben la probabilité de tomber sur un républicain chute dramatiquement à 35%. Si, à l'inverse, je regarde uniquement les électeurs qui ont voté en zone rurale, uniquement eux, ben la probabilité de tomber sur quelqu'un qui a voté républicain monte à 62%. Et puis si on va en banlieue, ben c'est 50%. Donc la probabilité de voter républicain. Autre notion très importante, c'est le lien qui existe entre une jointe et une conditionnelle. Donc la conditionnelle peut toujours être décomposée par le produit d'une probabilité conditionnelle et une marginale. Donc, c'est-à-dire la probabilité d'avoir x et t, c'est la probabilité d'avoir x étant donné t fois p de t.
Donc, voici un exemple ici du livre de Bishop, où essentiellement, on a en haut à gauche, on a un tableau d'une probabilité jointe. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ça ici? Ben ça, ce sont différentes observations. Et chaque observation est liée à deux variables, une variable X et une variable Y. Par exemple, ça pourrait être quoi? Y, ça pourrait être le groupe 1 et le groupe 2 d'étudiants, et X pourrait être le résultat d'un examen, par exemple. Donc, l'examen était compté sur 8. Okay, il y a 8 valeurs possibles. Donc, certains étudiants, les 3 étudiants ici ont eu 0 sur 8. Les 2 étudiants ici à droite ont eu 8 sur 8, par exemple. Donc, X, il y a 9 valeurs possibles de 0 à 8. C'est une variable aléatoire discrète. Puis Y possède 2 valeurs. Donc, c'est une variable aléatoire binaire. On est dans le groupe 1 ou on est dans le groupe 2. Et la jointe ici, quelle est la probabilité d'avoir, par exemple, eu la note de 0 sur 8 et d'être dans le groupe 1? Ben, c'est de 1, 2, 3, c'est-à-dire 3 divisé par le nombre total d'étudiants qu'il y aurait dans le groupe. Oups, pardon. Si par contre, je veux savoir c'est quoi la probabilité, suivant ce tableau-là, d'avoir la note 0 sur 8 tout en étant dans le groupe 2, ben c'est 0, parce qu'il n'y a aucun représentant dans cette case-là. Donc, si je veux savoir quelle est la distribution totale des notes, donc c'est juste P de X qui m'intéresse, ben je peux marginaliser par rapport à Y. Ça revient à faire la somme sur toutes les colonnes qui sont ici, et ça va me donner un tableau comme celui-ci. Si par contre, je veux savoir c'est quoi P de Y, donc c'est-à-dire si je prends un étudiant au hasard, c'est quoi la probabilité qu'il soit dans le groupe 2 versus dans le groupe 1, c'est ça que ça nous dit, ben je peux faire une marginalisation le long de l'axe des X. Puis si je veux avoir une conditionnelle, c'est-à-dire quelle est la distribution des notes, okay, P de X, étant donné que je regarde uniquement le groupe 1, ben ça me donnerait une espèce de distribution comme ça ici, c'est-à-dire que je regarde la distribution uniquement de cette ligne-là ici, okay, de la deuxième ligne. Une règle très importante, c'est la règle de Bayes que vous avez tous au moins vu une fois dans un cours sur les probabilités, qui nous dit que la conditionnelle de gauche peut être représentée par ce terme-là ici, donc la conditionnelle de x étant donné t fois p de t, divisé par p de x. Alors, d'où ça vient cette chose-là? On peut se poser la question d'où ça vient. Ben, on a dit précédemment que p de x et t, c'était égal à p de t et x. Que ça, c'était les jointes, c'était commutatif. Et on a également dit que ça ici, c'était égal à p de x étant donné t fois p de x. Et ça, c'est p de t étant donné x fois p de t. Ben, tout ce qu'on a à faire ici, c'est à prendre le terme que voici, p de t, est-ce que j'ai fait une erreur? P de x, non, ok, prendre le terme qui est ici, l'envoyer de l'autre côté, et on voit qu'on retrouve la formulation qu'on a ici à gauche. Okay? Donc, dans le contexte des techniques d'apprentissage, souvent on va avoir X qui est notre variable d'entrée, T c'est notre cible. Souvent, P de T, on va appeler ça une loi de probabilité dite a priori ou en anglais prior. Et P de T étant donné X, on va appeler ça une loi de probabilité a posteriori. Donc ce sont des choses qui vont revenir de temps en temps. Ce que j'ai pas mentionné ici, c'est que P de X étant donné T, donc le terme qui est ici, ça on va appeler ça une vraisemblance. Okay, ou likelihood en anglais. Donc, ce sont des termes que vous allez voir tout au long du cours et que je vais prendre le temps de réexpliquer en classe. Deux variables aléatoires x et t sont indépendantes si l'une des conditions suivantes est rencontrée. Donc, par exemple, que la probabilité jointe de deux variables aléatoires, c'est la probabilité de la première fois la probabilité de la deuxième. Donc, par exemple, quelle est la probabilité que pour x, que la bourse monte et qu'il pleuve à Montréal.
Okay? Donc, sont deux événements complètement indépendants. Donc, ça revient à deux variables qui sont complètement séparables. Même chose, quelle est la probabilité X étant donné T? Si X et T sont indépendantes, donc quelle est la probabilité que la bourse monte étant donné qu'il pleuve à Montréal? Le fait qu'il pleuve à Montréal ne va pas du tout influencer le cours de la bourse à New York, par exemple. Et